Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour à tous, le Trèfle est très heureux de participer à cette troisième édition du Postcaton. Pendant une semaine, plus d'un millier de podcasts vont mettre en avant des associations caritatives de leur choix. Et donc moi, avec Titouan, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui l'association Basket pour Toutes. Basket pour Toutes, c'est un collectif qui œuvre pour l'inclusion et contre la discrimination dans le basketball, rassemble joueuses, joueurs, coachs, présidentes et présidents de clubs et bien d'autres pour faire du basket un espace pour toutes et pour tous sans se sentir légitimes et respectés. Et pour un podcast comme Le Trèfle qui parle des Boston Celtics, ça me rappelle forcément un peu l'héritage de Bill Russell. À son époque, il a prouvé que le sport pouvait être un outil puissant pour la lutte des droits civiques. Sur le terrain comme en dehors, il a montré que le basket pouvait être bien plus qu'un simple sport. Et c'est exactement ce qu'on porte aujourd'hui et ce qu'on veut discuter avec Basket pour Toutes. Donc aujourd'hui, on va parler de leurs combats, de leurs actions et tout ce qu'il faut en sorte pour que le basket soit un sport pour toutes et pour tous. Donc Hélène et Timothée, déjà bienvenue. Et est-ce que en quelques mots, vous pouvez nous parler un peu du coup de Basket pour toutes? Merci beaucoup pour la présentation et Merci. pour l'invitation. Je commence après, Timothée, je pense qu'il complétera. Basket pour toutes, c'est un collectif qui s'est monté en octobre 2023, donc ça fait un petit peu plus d'un an, après que la FFBB a adopté un article qui s'appelle l'article 9.3 et qui interdit le port de tout équipement à connotation religieuse et politique, et donc qui a eu pour effet d'empêcher des centaines de joueuses musulmanes qui portent le foulard et donc qui sur un terrain de basket portent ce qu'on appelle un couvre-chef sportif adapté, de pouvoir participer aux compétitions le soir, enfin le week-end plutôt, ou de coacher, ou d'être arbitre aussi, ou d'être à la table de marque. Et donc face à cette règle, on a décidé de se mobiliser un petit peu tous individuellement, chacun de notre côté. Timothée en rassemblant des clubs autour d'un courrier adressé à la fédération. Moi j'avais créé un documentaire avec deux amis. Haïfa, qui est l'autre cofondatrice du documentaire et sociologue du sport, et travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années. Et on se dit qu'on serait tout simplement plus fort et plus forte tous ensemble. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer Basket pour toutes. Ok. Timothée, tu voulais ajouter un mot aussi? Non, pour compléter ce qu'on fait en tant que collectif, on essaie déjà de sensibiliser, d'expliquer cette injustice parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas cette situation et même beaucoup de basketteuses et de basketteurs, même dans le monde du basket, les gens des fois le découvrent quand on leur explique. Donc on essaie de sensibiliser, d'expliquer et de rencontrer les acteurs du basket, les décideurs, pour expliquer en quoi c'est une vraie discrimination. Et on essaie aussi d'organiser des événements sportifs pour que les filles puissent continuer à jouer, continuer à pratiquer du sport. Voilà. Et on est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Ok, et du coup, pour vous, parce que c'est très intéressant ce que tu disais, parce que moi aussi, je disais à Azad avant d'enregistrer que en fait, moi, j'avais pas du tout connaissance de cette règle, en fait, et on a pu voir au JO des femmes pouvoir concourir en portant par exemple un voile. Et pour moi, en fait, en voyant ça, je me suis dit, bah, du coup, je vois pas pourquoi ce serait interdit, par exemple, sur des matchs en FIBA. Et du coup, pour vous, à travers ça, le rôle du basket et du sport, même de manière générale, pour vous, ça a quel rôle en fait? Pour vous qui avez créé ce genre d'association, qu'est-ce que c'est censé transmettre en fait le basket et le sport en règle générale? Vas-y Timothée, ça c'est ton Ok. sujet. Bah, euh, c'est vrai, on s'est pas présenté. Moi, je suis président d'un club à Noisy-le-Sec et aussi entraîneur depuis plus de 10 ans maintenant. Et je pense que tous les membres du collectif Basket pour Toutes, quand on s'est réunis un peu naturellement, on est tous partis du même constat, en fait, de se dire, mais on comprend pas
d'où vient cette interdiction, on comprend pas, il n'y a aucun problème. Et au contraire, le sport, et pour répondre à ta question, le sport et le basket a ce pouvoir en fait de nous réunir, de nous rassembler, de partager des moments, de partager des valeurs. Et en réalité, bah, c'est ça, que ce soit au niveau amateur et surtout au niveau amateur, mais même au niveau professionnel, parce que au fond, les Jeux Olympiques, normalement, c'est censé partager des valeurs d'universalisme, voilà, de rencontre des cultures. Et bah, au niveau amateur, vraiment, c'est peu importe qui t'es, on se rassemble, on joue ensemble, on partage des bons moments, que ce soit dans la victoire, dans la défaite, on apprend. Donc le sport, ça a vraiment des valeurs éducatives et c'est un moyen de faire société ensemble. Euh, donc vraiment, je pense tous, et je pense même, enfin, quand on explique, je sais pas, à 99% du temps, quand on explique que c'est cette nouvelle interdiction, les gens ont cette réaction, mais pourquoi en fait, il n'y a pas de problème, les filles jouent, il n'y a aucun problème. Donc la question en fait elle est intéressante parce que voilà, le sport, ça a vraiment une importance dans l'éducation des jeunes, et ensuite pour les moins jeunes, bah, ça nous permet de faire société, de se rencontrer. Et, et du coup, bah, cette interdiction, ça a des impacts bah, sur la vie de ces jeunes filles au niveau éducatif, mais aussi au niveau lien social, si on parle de ces impacts-là. Après, il y a plein d'autres impacts, mais, euh, mais voilà, ça les empêche bah, de faire société finalement avec le reste, par exemple à l'échelle d'un club, ça les exclut du club, de plus pouvoir jouer, faire la table, arbitrer. euh, voilà, on les exclut de, de l'espace commun en fait. Ouais, bah en plus, ça fait cette chose-là, en gros, enfin, le fait d'aller à l'encontre de ça, c'est à l'encontre des codes du sport. Et justement, Hélène, dans un des reportages auxquels vous avez participé, c'est l'article du coup 101 alinéa 4 du code du sport. Donc, c'est un peu la réglementation du sport, s'il y en a une. Et c'est la loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives sans discrimination fondée sur le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle, l'âge, le handicap, l'appartenance vraie ou supposée à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques, philosophiques ou autres statuts. Donc c'est un peu le sport met un peu toutes ces choses-là de côté pour se réunir ensemble et du coup, comme tu disais Timothée, faire société et pour justement aussi créer du lien avec des gens avec lesquels on ne partage pas forcément les mêmes choses à l'extérieur dans la société générale, mais dans la société du sport avec laquelle on peut créer du lien. Et c'est là où c'est hyper important, surtout dans une société qui est de plus en plus fracturée. Le sport permet un petit peu justement de casser un peu ces barrières mentales et sociétales qui sont en train de se créer. Et du coup, une des choses que vous mettez en place, c'est du coup de faire des actions et de mettre des choses en place aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez un peu présenter les actions que vous avez fait récemment et peut-être ce que vous avez prévu pour l'année prochaine? Alors, Basket pour tous, c'est divisé en plusieurs pôles, et donc on mène différents types d'actions. Une grosse partie de notre travail, si je puis dire, c'est un travail de plaidoyer, c'est-à-dire un travail de sensibilisation et de campagne auprès de l'opinion publique. Donc ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, les articles de presse, les médias auxquels on répond, et puis les événements aussi. Enfin, le plaidoyer, c'est central, en fait. Ça passe un peu à travers tout ce qu'on fait. Et puis on essaye aussi de sensibiliser les personnes qui ont un pouvoir de décision, que ce soit à une échelle très locale, par exemple les présidents et présidentes de clubs, mais aussi les maires des villes, les députés, les sénateurs, etc. Et puis le plaidoyer qu'on a la chance de mener avec notamment Amnesty International France, qui nous aide beaucoup là-dessus. On le fait aussi, et Amnesty International et Human Rights Watch et le Sport and Rights Alliance. On le fait aussi à l'échelle internationale, donc on a publié des lettres ouvertes, notamment une lettre ouverte le 8 mars 2024, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, qui était adressée à la FIBA et à la FFBB, et qui a été signée par 80 athlètes professionnels du monde entier, notamment Brianna Stewart, par exemple. Ça a eu absolument aucun effet, mais c'est, enfin en tout cas absolument aucun effet sur la FFBB qui nous a toujours pas répondu. Mais c'est voilà ce type d'action que l'on mène. Et puis on a aussi une partie, je dirais, recherche juridique qui est notamment menée par Haifat Lili, qui est à la fois indépendante et dans Basket pour toutes, puisque c'est de la recherche, action, mobilisation, et puis elle mène des entretiens pas uniquement avec des membres de Basket pour toutes. Et le but, c'est voilà, de démontrer les effets, comme disait Timothée, sur la santé mentale, la santé physique, le lien social, etc., sur les jeunes filles, et puis de montrer l'incohérence de cette règle.
Et puis une autre grosse partie, c'est l'organisation d'événements sportifs. Donc en avril 2024, on a organisé notre premier tournoi à Noisy-le-Sec avec le club de Timothée, le BBAN, qui a réuni 88 joueuses. On avait plus d'équipes que ce qu'on avait prévu. C'était un tournoi homologué auprès de la FIBA cette fois. Et c'était vraiment voilà, un gros succès. C'était un peu difficile de l'organiser parce qu'il faut trouver un club partenaire. Puis les clubs sont un peu frileux parfois parce que c'est un sujet qui reste peut-être malgré nous éminemment politique. Et on a aussi organisé en octobre un bootcamp. On espère dans le futur pouvoir organiser pas mal d'événements pour pouvoir se retrouver et permettre aux filles de jouer. Ok, merci. Et d'ailleurs, j'avais une question. Alors, je voulais la poser plus tard, mais au final, ta réponse m'a fait penser à ça. C'est un peu bizarre que d'un côté, entre la tribune en gros, que vous avez publiée au mois de mars 2024, que vous n'aviez pas eu de retour de la FFFB, FFBB, pardon, et que de l'autre côté, vous faites un tournoi qui, lui, a été, on va dire, adoubé, si je puis dire, par la FIBA. Est-ce que, de manière générale, vous avez eu des retours, si possible, plutôt positifs, que ce soit de la FFBB ou de la FIBA, depuis la création de votre association, enfin voilà, des retours qui iraient dans la bonne direction et sur la bonne voie, en se disant, bon, on n'a pas fait tout ça pour rien, on commence un peu à voir le bout du tunnel. Alors, Timothée, je me permets. Pas du tout. On a contacté la FFBB, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, plusieurs fois, notamment depuis octobre 2023, qui a été le premier courrier officiel signé par Basket pour Toutes depuis notre création et par Amnesty International France. Donc ils ont bien reçu ce courrier, mais ils n'ont jamais répondu. On a relancé, on n'a jamais reçu de réponse. On est allé aussi au siège de la FFBB, on n'a jamais reçu de réponse, alors qu'on sait qu'ils voient, ils voient nos contenus sur les réseaux sociaux, ils voient nos courriers. La seule réponse qu'on a eue, c'est que moi j'avais saisi la défenseur des droits. Donc quand vous êtes victime de certaines discriminations ou de la part d'institutions publiques ou de la police, enfin, voilà, il y a plein de domaines, il y a 5 domaines qui vous permettent de saisir la défenseur des droits. Moi, je l'avais fait juste après mon exclusion, ma première exclusion en décembre 2022. Et ce qu'on m'avait répondu, c'est que voilà, la FFBB disait appliquer son règlement, qu'elle avait le droit de passer ce règlement. La décision du Conseil d'État dans l'affaire des hijabeuses venait de passer. Donc la FFBB s'appuie sur cette décision, alors même que c'est une décision qui n'est censée concerner que le football et qui en plus de ça est discutable. Mais donc là, c'est la seule réponse, j'ai envie de dire, que j'avais eue de manière un petit peu interposée. Et c'est la ligne conductrice de la FFBB de se cacher derrière cette décision du Conseil d'État et de nous, personnellement, ne jamais nous répondre, mais de mettre en garde toutes les personnes qui gravitent autour de nous. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a essayé de mener des actions, par exemple, là, il y a eu l'Assemblée générale élective, donc avec un nouveau comité directeur de la FFBB en décembre. Et donc, nous, on avait fait des actions de phoning pour appeler les candidats et les candidates et leur demander voilà, s'ils étaient au courant de cette interdiction, ce qu'ils en pensaient, etc. Et quelques heures après le début du phoning, on a eu des échos nous disant que voilà, la FFBB avait prévenu les candidats en leur disant qu'on était en train de les appeler. Quand on avait essayé de lancer quand on avait lancé une pétition et que le courrier au club était de nouveau lancé, la FFBB aussi avait prévenu les clubs signataires en disant voilà, que s'ils signaient ce courrier, elles devraient en tirer toutes les conséquences. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en tout cas c'est une sorte de mise en garde assez efficace et dissuasive. Et puis Timothée, je pense qu'il en parlera un peu plus parce que ça fait partie aussi du cœur de Basket pour Toutes et de son club, mais quand il a été en commission de discipline pour avoir refusé d'exclure les joueuses de son équipe durant les matchs. Il a été en commission de discipline plusieurs fois jusqu'au CNESF, donc le Comité national sportif olympique français, et en commission de discipline, enfin après, dans les couloirs un petit peu, voilà, on lui a dit que... on a dit à ces joueuses qui postaient des vidéos sur TikTok parlant de cette situation qu'elle ferait mieux de les enlever, ne serait-ce que pour elles. Donc on sait qu'ils nous suivent, mais par contre, ils ne vont absolument pas nous répondre.
Donc nous, on peut travailler avec Amnesty, on peut être à l'ONU, on peut... moi, hier, j'étais en Turquie. Timothée, voilà, bientôt, il sera un événement sur Paris autour de l'islamophobie. Donc on peut être invité à tous ces événements-là, avoir un soutien international de 80 athlètes professionnels, mais on ne peut pas avoir de réponse de la FFBB. Et c'est un paradoxe qui est terrible, en fait. J'ai beaucoup... mais Timothée, peut-être que tu peux... Et non, c'est juste pour, comme toi, tu parlais du tournoi qu'on avait organisé. En fait, Oui. effectivement, il était homologué FIBA, mais l'homologation, c'est juste en fait une inscription sur une plateforme, sur un site internet. Donc, c'était pas voilà, validé, estampillé vraiment par la FIBA. Et au contraire, pareil, on a eu des échos comme quoi la FEBB, bah, comme disait Hélène, ils sont très attentifs à ce qu'on fait. Quand ils ont vu qu'on a organisé ce tournoi, euh, en fait, on a fait le choix de pas passer par la FEBB, de pas labelliser FEBB, ce que font en général les tournois 3-3 en France, parce que nous on savait que enfin, les filles ne pourraient pas jouer si on faisait ça. Et quand ils ont vu ça, la FEBB, ils ont essayé de voir comment empêcher ce tournoi. Donc, ils ont quand même essayé de nous mettre des bâtons dans les roues à ce moment-là. Et alors que ça s'est super bien passé. J'ai jamais vu un tournoi 3-3 avec autant de filles. Par exemple, nous, dans notre département, il y a des tournois 3-3 qui sont organisés par le comité départemental notamment. Ouais. Et ils galèrent à avoir beaucoup d'équipes, beaucoup de joueuses. C'est assez compliqué, en tout cas dans le 93. Et nous, c'est vrai qu'on a eu un peu de difficulté à l'organiser, mais presque 90 joueuses, c'est incroyable. C'est vrai, c'était Ouais. vraiment incroyable. Et ça montre bien que, en fait, il y a quand même une solidarité. euh, Parce qu'il y a des filles qui sont venues de loin. Je crois qu'il y en a une qui est venue de Nantes. Euh, enfin, voilà, il y avait vraiment. Donc ça montre qu'il y a une solidarité, qu'il y a quand même une mobilisation. euh, voilà, il y a quand même du monde qui est sensible à ce sujet. Bah, en plus de ça, c'est l'accès au sport pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Et quand on voit déjà à quel point, bah, par rapport au basket, la WNBA aux États-Unis, elle a du retard sur la NBA et il y a besoin d'acteurs, il y a besoin d'événements. Là, en ce moment, il y a du coup un nouveau tournoi 3-3 qui est organisé par ces joueuses-là de WNBA pour mettre encore plus en avant leur sport, qu'en fait, qui est toujours mis un peu dans l'ombre de la NBA parce que du coup, la WNBA, c'est l'été, la saison est coupée en deux pour que ça puisse aller avec les compétitions internationales et aller avec la NBA. Donc c'est un peu toujours genre les femmes vous pourrez jouer, mais quand il y aura vraiment entre guillemets plus personne d'autre qui sera concerné. Et du coup c'est encore plus difficile quand il s'agit de jeunes femmes musulmanes qui jouent avec un couvre-chef sportif et à qui on refuse un peu du coup l'accès au terrain. Mais moi je me demandais un peu c'est quoi du coup le rôle des clubs et même des individus parce que du coup dans les reportages que j'ai vus il y a une fille qui parle à un moment, elle participe à un match, elle fait l'échauffement, et en fait, c'est au moment où elle rentre sur le terrain que l'arbitre lui dit qu'elle peut pas jouer. Il y a des fois où elles disent, bah, en fait, on fait tous les déplacements avec les clubs, et en fait, ça dépend. En fait, ça dépend des arbitres et du club contre qui on va jouer. Donc, en fait, la FFVB, elle donne des directives, mais entre guillemets, s'il y avait assez de clubs, entre guillemets, qui soient OK sur le fait de les faire jouer, de les laisser jouer, est-ce que du coup, ça pourrait aller à l'encontre de la FFVB, mais en gros, la FFVB a aucun moyen de pression, ou en fait, la FFVB, elle a un peu. Elle donne des directives et en plus de ça, elle force à les appliquer. Enfin, à quel point les clubs peuvent avoir un peu de liberté sur qui ils laissent jouer, entre guillemets. Ah, c'est vraiment le fond du problème, c'est vraiment la base. Pour moi, et c'est pour ça, c'est par là que j'avais commencé, qu'on avait commencé. On avait commencé par adresser un courrier à tous les clubs d'Île-de-France pour expliquer que c'est une discrimination et dire, pas lancer une rébellion, mais dire, bah, on écrit un courrier à la FFBB pour dire, bah voilà, on veut vous rencontrer, on veut discuter de ça avec vous, parce que pour nous, ça nous semble complètement, c'est n'importe quoi, c'est une discrimination, ça n'a aucun sens. Et, euh, et après, bah, il y a, nous, par exemple, pendant les 7, on a continué à laisser jouer les filles. C'était surtout pour montrer un exemple. Il y a quelques clubs qui l'ont fait aussi, mais ça représente, je sais pas, peut-être dans l'Île-de-France, 0,01% des clubs. Et encore, c'est Et l'Île-de-France, donc ouais, c'est voilà, c'est encore ça. plus. Tu vois, parce qu'au final, des jeunes filles qui utilisent un couvre-chef sportif, il y Il en y a en à a, Paris, ça se voit beaucoup parce qu'il y a une plus grosse mixité, mais ça doit être encore plus dur. Moi, par exemple, j'habite à Grenoble, je sais que bah, il y a énormément de jeunes filles qui portent le voile à un des couvre-chefs sportifs, et dans les clubs, bah, du coup, elles ont totalement disparu parce que, en plus d'être
discriminées par rapport à ça. Elles sont pas du tout dans des milieux comme à Paris où il y a plus de mixité, plus d'ouverture, où c'est plus facile de trouver un peu des alternatives. Quand tu es même pas en banlieue, à l'extérieur de Paris, en province, c'est encore plus. Je pense que il y a encore plus une ségrégation qui se met en place parce qu'il y a moins de représentation de la mixité, quoi. C'est ça. Bah, le rôle, pour répondre à ta question, le rôle d'un club, faut rappeler qu'un club, c'est une association, euh, généralement de loi 1901, qui devrait avoir pour objectif juste de rassembler et de permettre la pratique du basket, de l'apprentissage du basket. Et quel que soit avec la fédération avec laquelle il travaille, s'il est affilié à la FEBB ou autre, il y a d'autres fédérations. La base, ça devrait être voilà, de pouvoir jouer tout en respectant bah, des principes fondamentaux qui sont l'accès au sport, le droit de faire du sport, c'est des droits fondamentaux. Tout dirigeant, quand il voit ça, devrait se dire, ah là, il y a un problème. Effectivement, il y a un règlement, donc je suis soumis au règlement, je dois respecter le règlement parce que l'apprentissage à respecter les règles, ça fait partie voilà, des valeurs. Mais quand il y a une règle qui impose une discrimination, on doit quand même se poser la question, et c'est de notre responsabilité de dire, bah, faut quand même trouver des moyens de faire jouer, faut quand même se manifester notre désaccord, c'est une responsabilité. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les clubs, moi j'ai pas peur de le dire, hein, la plupart des clubs ont eu peur de faire des vagues, on reproduit cette discrimination, et même sont parfois allés au-delà de cette discrimination, c'est-à-dire que le règlement, il interdit les joueuses à porter un équipement à connotation religieuse en compétition. Il y a des clubs qui ont interdit aux entraînements. Parce que voilà, bah, ça sert à rien de t'entraîner si tu peux pas faire les matchs. Mais en faisant ça, ils sont complètement en dehors de la loi parce que il n'y a rien dans la loi qui interdit ça. Et du coup, là, ils reproduisent en leur sein une discrimination. Donc les clubs, au lieu de faire bloc tous ensemble, en un mois, ce règlement a été enlevé, hein. Si tous les clubs avaient dit non, 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 c'est n'importe quoi, nous, on va continuer à faire jouer les filles, bah, c'est nous, on organise les compétitions le week-end, on se rassemble, voilà, on parle avec l'arbitre, on se met d'accord, on joue. En un mois, ça aurait été enlevé. Et non, au lieu de ça, bah, les clubs ont peur, on fait plus attention voilà, à ne pas faire des vagues, à ne pas avoir de sanctions, à gagner les matchs aussi. C'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que beaucoup de clubs sont plus préoccupés par gagner le match que quels sont les droits des joueuses. Et bah, à cause de ça, bah, on se retrouve que les clubs qui sont mobilisés sont isolés, sont très peu, et il y a une grosse répression qui s'abat sur eux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, 2 ans après, on est encore là, on avance difficilement. Peut-être peur de perdre les subventions aussi. On sait que pour certains clubs, financièrement, c'est compliqué. Je ne sais pas à quel point la FFBB peut avoir la main mise sur ça et pénaliser, sanctionner, on va dire, des clubs qui iraient à l'encontre de leurs décisions, Ouais, financièrement bah, parlant. ouais. C'est vrai que bah, ça, je peux en parler aussi, parce que j'en ai fait les frais. Euh, voilà, et je disais que beaucoup de clubs ont peur, et cette peur, elle est réelle, et en réalité, elle est compréhensible, hein, parce que, comme disait Hélène, quand on a fait ce courrier à la destination de la fédération qui a réuni 70 clubs, si je me trompe plus, si je me trompe pas, 70 clubs de l'Île-de-France, tout de suite, la fédération, avec la Ligue Île-de-France de basket, a discuté avec la région Île-de-France, Valérie Pécresse, Patrick Caram, et ils ont mis un gros coup de pression au club en disant, bah, tous les clubs qui signent ce courrier, on leur enlève leur subvention. Là, c'est la région Île-de-France qui parle. Qu'à savoir que la région Île-de-France, en réalité, elle finance pas beaucoup de clubs parce que c'est surtout les municipalités et les villes qui donnent des subventions. Euh, donc ça a fait faire machine arrière à pas mal de clubs, enfin à une quinzaine. C'est vrai qu'après, bah, il y a par exemple, la fédération a fait des signalements auprès de préfets. Donc après, bah, il y a des conséquences en fait indirectes. La région, ils ont appelé les maires les maires des villes pour mettre la pression sur ces villes en disant, parce que bon, ils savent qu'ils financent pas les clubs, mais ils financent les villes à travers des équipements sportifs, par exemple. Donc ils ont dit, bah, soit vous mettez la pression à votre club dans votre ville pour qu'ils enlèvent leur signature, soit moi j'arrête de financer votre ville. Donc, c'est des pressions indirectes qui fonctionnent. Et aussi, dernier point, il y a la fédération aussi finance indirectement les clubs de basket parce que, il y a une subvention qui est donnée par l'Agence nationale des sports qui s'appuie en fait sur l'arbitrage et la validation de la FEBB. Donc, ça passe par la FEBB. Et du coup, c'est la FEBB qui dit oui, ce club répond aux critères, non, ce club répond pas aux critères.
Bah, par exemple, nous, à Noisec, on avait cette subvention, on avait un bon dossier depuis 3-4 ans, toujours une subvention. Ouais. Bizarrement, cette année, bah, il y avait eu trop de demandes, donc on a plus la subvention et ils nous disent pas vraiment pourquoi. Mais on sait très bien que c'est des conséquences directes de ce positionnement. Donc oui, en réalité, on comprend que les clubs peuvent avoir peur. Mais encore une fois, il y a des choses, des fois, bah, faut accepter de prendre des risques parce que l'enjeu, il est au-delà d'un financement. C'est vraiment, là, on parle vraiment de droits humains. Et on pourrait faire le parallèle avec d'autres discriminations qu'il y a eu dans l'histoire, que ce soit en France ou aux États-Unis. Oui, bah, totalement. Bah, c'est pour ça que j'ai commencé en parlant de Bill Russell, parce qu'en réalité, il y a un vrai aspect de le basket pour aussi faire passer des messages et faire évoluer les choses quand la société elle-même est dysfonctionnelle et du coup faire passer ça autrement. Et moi, je me demandais, du coup, nous, en tant que particulier, quand je dis nous, c'est à la grande échelle des basketteurs ou même juste des gens en règle générale qui sont intéressés par le sujet, c'est quoi les moyens un peu de bah, soit soutenir l'association, soit soutenir le club de Timothée, soit soutenir peu importe les actions que vous mettez en place. Est-ce que du coup il y a un moyen de, je sais pas, s'inscrire, soutenir, que ce soit financièrement ou même sur les réseaux sociaux? Est-ce que du coup vous mettez aussi des choses en place un peu pour demander de l'aide et comment ça fonctionne? Alors pour l'instant, on n'a pas lancé de cagnotte ou ce genre de choses. Peut-être que ça arrivera dans le futur et c'est vrai que ça sera bienvenu. Mais il y a aussi déjà, je pense que la première étape, c'est sur le terrain pour ceux qui font du basket ou qui ont peut-être des enfants ou des amis qui font du basket. Comme disait Timothée, en fait, s'il y a un match et qu'il y a une fille qui est exclue, bah, il faut refuser de jouer. Ça part de là, c'est tout bête. Euh, oui, c'est peut-être contraignant, bah, on s'est déplacé pour rien, on joue pas, mais c'est ça en fait le basket, c'est ça le fair play, c'est ça la solidarité, l'esprit d'équipe. Donc ça part de là, c'est-à-dire ne pas rester silencieux euh, et dire qu'on trouve ça normal. On avait aussi mis en place une pétition qu'on peut trouver voilà, sur change.org, qu'on peut trouver sur notre page Instagram. Mais c'est aussi, je pense, parler à ses représentants, aux maires, quand on est concerné, quand on les croise, faire de la sensibilisation, du plaidoyer, partager nos actions aussi, parce que c'est ça qui nous aide à avoir de la visibilité et puis qui permet aussi à plus de monde d'être au courant en fait, parce que c'est vrai que ça reste un sujet, quand on n'est pas concerné ou quand nos amis ne sont pas concernés, ben, on a un petit peu du mal à savoir ce qui se passe. Ouais. Donc vraiment le bouche à oreille et la solidarité, ce sont des choses absolument fondamentales. Et puis après, régulièrement aussi sur nos réseaux sociaux, on lance des appels à action virtuels et on espère bientôt physiques qui permettent aussi d'augmenter la pression. Ok, bah nous on fera en sorte de relayer tout ça. Et puis même, j'ai vu ouais, du coup sur votre page Instagram hier que vous avez été invité du coup à un sommet un petit peu sur justement bah, aider un petit peu justement à ce combat, à combattre les discriminations. Donc c'est cool de voir que même si la FFVB vous reconnaît pas, dans le monde des droits civiques, vous commencez à avoir une certaine notoriété et peut-être que ça passera par là avant d'avoir les réponses que vous voulez avoir. Ça prend d'autres chemins, mais au final, ce genre d'événement, ça montre aussi que bah, du coup vous n'êtes pas juste en train de brasser de l'air un peu dans le vide et qu'il y a des gens qui vous écoutent. Donc c'est cool aussi bah, de prendre un petit peu le positif là où il est, même si c'est des petites choses, petit à petit, on espère que ça pourra avancer. Et je pense que même participer à des podcasts comme ça et même faire grandir l'image petit à petit de la cause, ça peut être des petites briques au fur et à mesure qui feront avancer ça. Quoi. Enfin, en tout cas, on l'espère. Ouais. Mais de toute façon, oui, comme Azad a dit, on mettra tout dans les liens de l'épisode. Ouais, je sais pas, Azad, si tu as quelque chose, ou Timothée ou Hélène, si vous avez d'autres points, d'autres sujets que vous voulez aborder. C'est en termes de ressources, il y a un rapport d'Amnesty International qui a été publié cette année. Ouais. Il est assez complet et je pense qu'on a besoin de se documenter. Je sais que tout le monde n'aime pas lire, mais c'est important parce que aussi le fond du problème, c'est que les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas déjà le sujet, ne connaissent pas et partent tout de suite sur des a priori, voilà, ou des préjugés. Et c'est important de se documenter. Voilà. Et ce rapport, je trouve qu'il est important. Amnesty International, c'est pas une petite association, hein. Donc, ils ont fait un travail sérieux et donc je vous invite aussi à le mettre dans les sources. Ouais, ça marche. Bah, on le fera, on mettra, je pense qu'on a fait un bon petit tour, on mettra tout ça, donc le lien vers le site Basket pour toutes, le lien du rapport d'Amnesty International, et aussi on mettra le lien du coup qui donne
qui redirige vers la pétition. Je sais qu'il est en accès sur le site. Donc voilà, je pense que ça coûte rien aux personnes de signer, et si ça peut permettre de faire avancer. Avant de remercier nos invités du jour, un petit mot rapide sur le podcaston. Du coup, Azan en a parlé. On rappelle, c'est un épisode un peu spécial qu'on a souhaité faire dans le cadre du podcaston, donc qui va se dérouler du 15 au 21 mars, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc si vous avez plu aux auditeurs, que vous souhaitez découvrir d'autres associations, je peux que vous encourager à vous rendre sur le site de Podcaston. Pareil, on le mettra en description, c'est podcaston.org. Et sur le site, vous aurez accès à des centaines d'autres associations mises en avant par d'autres podcasteurs. Et pas que dans le sport d'ailleurs, il y a sur la santé mentale, physique, protection des animaux, dans le gaming, l'aide humanitaire. Enfin, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a vraiment beaucoup, il y en a pour tous les goûts, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc, concernant nos invités du jour, donc comme j'ai dit, vous pourrez les retrouver sur leur page Basket pour toutes, basketpourtoutes.org, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je pense que j'ai été complet. Hélène, Timothée, je sais pas si j'ai rien oublié, je pense. Non, je pense que c'était complet. Si jamais, parce que c'est un podcast quand même de fans des Boston Celtics, c'est peut-être que voilà, il y a des joueurs professionnels de NBA ou pas en France ou de Euroleague qui écoutent. Peut-être que si moi j'avais un message, c'est qu'eux aussi en fait ils font partie de la communauté basket. C'est pas que un problème au niveau amateur. Donc c'est très bien en fait que si tous les joueurs et toutes les joueuses, mais surtout tous les joueurs parce qu'ils sont en statutement précaire, avaient pris position et avaient dit c'est inadmissible. Et ben cette règle, comme l'a dit Timothée, elle n'existerait plus. Et on a vu aux États-Unis en 2020, pendant le mouvement Black Lives Matter, que les joueurs pouvaient prendre position aussi. Et donc voilà, n'ayez pas peur en fait, parce que c'est du sport. Je sais que c'est leur métier, leur passion, et c'est ce qui les fait vibrer. Mais c'est pas parce que nous on n'est pas payés pour ça et que c'est pas notre métier que ça nous fait pas vibrer et qu'on n'a pas et qu'on peut se permettre de nous empêcher de jouer aussi. Donc voilà, j'espère que vraiment ils se comprendront que c'est leur responsabilité aussi. Et si jamais ils veulent ne serait-ce que nous envoyer un message pour qu'on en discute en off, et ben c'est avec plaisir. Ouais, il y a un vrai sujet c'est pas seulement, ça concerne pas que les femmes musulmanes, en fait, ça concerne tous les basketteurs, ça concerne en fait tous les citoyens, de juste donner l'accès à un droit humain et civique qui est l'accès au sport, à la compétition et au partage. En réalité, ça va au-delà des personnes à qui on a interdit l'accès au sport. C'est un sujet plus complet et c'est pour ça que tout le monde peut en parler et tout le monde peut agir là-dessus. C'est pas, entre guillemets, il n'y a pas que les femmes qui portent un couvre-chef sportif qui doivent être concernées par ça, parce que sinon du coup ça avancerait jamais. Et c'est pour ça qu'heureusement qu'il y a des gens comme Timothée aussi qui participent à ça, des gérants de club, des présidents. Et si vous avez eu quelqu'un comme Brianna Stewart qui a signé la pétition, c'est que ça va au-delà des frontières aussi de la France, ça va au-delà des frontières de la religion, et ça concerne bien plus de choses que ça. Donc c'est cool de voir qu'il y a déjà des répercussions positives et des gens qui sont intéressés, et le but c'est d'arriver à notre petite échelle à nous, d'arriver à ce que vous ayez encore plus de personnes qui soient concernées par ça. En tout cas, un grand merci. Timothée, je sais pas si tu veux rajouter un dernier mot. Non, c'est bon. Ça a été complet. En tout cas, c'était un plaisir de découvrir ensemble votre association et ce problème du coup qui, comme l'a dit Azad, qui touche beaucoup plus de personnes et justement pas que les femmes qui portent un couvre-chef. Donc encore un grand merci à vous en tout cas. Merci à vous pour l'invitation. Et Azad, merci à toi de m'avoir accompagné. Et pour nos auditeurs, n'hésitez pas à aller soutenir du coup Basket pour toutes. Comme on l'a dit, petite signature sur la pétition, c'est gratuit et ça peut permettre de faire avancer les choses. Ce serait un petit pas pour nous, mais un bond de géant pour l'ouverture du basket à toutes les personnes. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous écoutez cet épisode et à la prochaine. Bye. À plus. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.